Bonjour messieurs, dames, bienvenue au GoJob 92, au club d'affaires des Hauts-de-Seine, en partenariat avec le département. Bonjour Chavi, qui représente bien sûr la ville de Rueil-Malmaison, qui nous accueille dans ce bel endroit. Merci Chavi pour cet accueil. Nous aurons bien sûr Patrick Ollier, le maire de Rueil, qui sera présent pour le mot de clôture et qui sera parmi nous. Je remercie tout particulièrement ici Benoît Fétit, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, qui prendra très rapidement la parole. J'ai beaucoup de remerciements, mais je tiens surtout à vous dire que j'oublie certainement, j'ai vu la suppléante députée également présente ici, j'ai vu des élus de Rueil, nous sommes à Rueil, donc bravo pour votre mobilisation. Nous aurons des sportifs également présents, notamment un grand sportif médaillé olympique, Guy Dru, ancien ministre des Sports et Jeunesse. Nous avons également un deuxième sportif ici présent, Bernard Diomède, qui a été dans l'équipe de France et qui est aujourd'hui dans l'équipe héritage lors de la dernière l'avant-dernière Coupe du Monde, je me trompe. Voilà, et aujourd'hui nous sommes présents, merci à tous les chefs d'entreprise, des grands groupes jusqu'aux petites entreprises ici présentes, ce petit déjeuner qui est dédié au marché JO 2024, encore accessible et qui sont toujours accessibles, quelle que soit la taille de vos entreprises. Donc nous aurons l'occasion, avec les membres du COJO, de vous présenter ces marchés dans un premier temps. Puis, je vous l'ai dit, ce club d'affaires a une spécificité, il regroupe les grandes entreprises, les petites entreprises de taille moyenne, voire les start-up. Et le rôle de la CCI, c'est comment aider les petites entreprises également à être présentes sur ces marchés. Et nous avons l'honneur d'avoir la présidente de la CPME, Isabelle Ajoni, qui viendra nous expliquer les dispositifs pour que les entreprises de petite taille peuvent également répondre, non pas que aux appels d'offres des JO, mais également aux appels d'offres publics, dont les taux de dépendance peuvent des fois freiner, on va dire, l'engouement de ces entreprises. Nous avons aussi la chance d'avoir un membre du COMEX de Danone, que je tiens à remercier, présent aujourd'hui, qui interviendra en tant que partenaire dans le premier cercle des JO, et qui nous expliquera l'apport de ce partenariat avec les JOP Paris 2024. Enfin, comme toujours, nous sommes un club d'affaires, donc aujourd'hui 600 membres, dirigeants, membres de COMEX. Nous avons toujours un rythme et des rythmes, et nous avons l'opportunité de présenter 3 entreprises, membres du GoJob, dans un pitch de 2-3 minutes, pour faire découvrir ces entreprises du territoire des Hauts-de-Seine, et je dirais même certaines de Rueil-Malmaison. Je vous laisse la surprise, vous verrez l'innovation de ces entreprises. Et enfin, nous aurons Guy Dru qui fera son témoignage sur son expérience d'athlète de très haut niveau, et qui nous témoignera également comment un athlète peut se repositionner une fois qu'il a été médaillé dans la vie publique et professionnelle. Nous clôturerons cet événement avec Patrick Ollier, comme c'était convenu, et j'espère qu'à 10h30, si le timing est tenu, nous aurons terminé, on pourra vous libérer. Nous avons toujours une séquence de networking qui se tient après 10h, 10h30, si vous souhaitez échanger avec les intervenants ou entre vous. Cette séquence de networking vous est dédiée jusqu'à 11h. Voilà. Merci en tout cas à la ville de Rueil pour votre accueil, et Chavi, je te laisse la parole. Merci Thierry, bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous accueillir dans l'auditorium de cette magnifique médiathèque Jacques Baumel à l'occasion de cet événement GoJob, qui est le club d'affaires, c'est expliqué très bien par Thierry, mis en place par le département des Hauts-de-Seine et la Chambre de commerce et d'industrie du département dans la perspective des JO, des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. Je salue les élus présents. J'en profite pour remercier évidemment Benoît Fétit, président de la Chambre de commerce, son directeur général William Prost, Thierry Millet bien sûr, toute l'équipe de la Chambre de commerce qui travaille d'arrache-pied pour faire en sorte que il y ait une impulsion, qu'il y ait une dynamique en faveur des TPE, PME et grands groupes de notre territoire. Sous l'impulsion de Georges Siffredi,
le président du département, et de mon collègue Denis Larguero, qui est le vice-président de l'attractivité du territoire, le département des Hauts-de-Seine s'est donné pour objectif de fédérer et de valoriser toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit le secteur, afin de permettre de participer à cette attractivité, à cette dynamique incroyable que permettent les JO. Nous avons la chance qu'elle se déroule cette année, l'an prochain à Paris, juste après donc, la Coupe du Monde de rugby. Et justement, rapidement, sur la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en septembre, nous avons la chance à Rueil d'être camp d'installation pour l'équipe, le 15 de France. Et donc, du coup, voilà, on accueillera cette équipe et je suis convaincu que ça permettra aussi aux entreprises, aux commerçants, aux artisans de la ville de pouvoir bénéficier de cette formidable dynamique. Nous avons la chance d'accueillir également de grands groupes sur la ville de Rueil, ça a été dit. Ces grands groupes sont créateurs d'emplois, ces grands groupes travaillent avec nos tissus de TPE-PME et je tenais à les remercier parce qu'on en a besoin. Les Jeux Olympiques, donc c'est dans moins de 500 jours. Les experts parlent de retombées économiques qui sont de l'ordre de 8 milliards d'euros, la création de 130 000 emplois, c'est considérable. L'objectif de cet événement, ça a été expliqué par Thierry Millet, et je pense que ça le sera encore davantage par M. Fétit tout à l'heure. Il est simple, c'est informer les entreprises, et notamment vous, dirigeants de TPE-PME, des opportunités liées à l'organisation de ces Jeux, des opportunités d'affaires. Quelle que soit la taille de vos entreprises, l'idée de groupement pour pouvoir répondre à des appels d'offres est très important et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui Isabelle Lageny, qui est la présidente de la Confédération des TPE-PME des Hauts-de-Seine, qui vous expliquera ça de manière très précise. N'hésitez pas à poser des questions. Nous avons aussi la chance d'écouter Monsieur Verdure, Gilles Verdure, qui est membre du comité d'organisation des Jeux, ce qui fait sans doute une personnalité extrêmement qualifiée pour vous parler de ses opportunités, et je le remercie effectivement de sa présence aujourd'hui. Nous aurons aussi la chance et le privilège d'écouter donc des entreprises, des TPME de Rueil. Nous avons Diète France, Béatrice Nedelec. Béatrice, merci de ta présence. Nous avons aussi 21 Talents, un fleuron bien sûr de l'industrie française dans l'agroalimentaire que nous avons eu la chance d'accueillir il y a un peu plus de 2 ans sur la ville de Rueil. Merci à Danone d'être présent, merci Mme Perrault, qui est secrétaire générale, et à son collègue qui est directeur du projet JO 2024 pour Danone. Merci beaucoup de votre présence qui nous honore aujourd'hui. Nous avons également la présence de Erigo, l'association interentreprise de Rueil et du Grand Ouest, qui fait un travail formidable pour dynamiser notre tissu de TPE-PME sur le territoire depuis de nombreuses années. Merci Jean-Claude d'être présent aujourd'hui, de représenter Marc Lucioni, président qui n'a pas pu être présent à nos côtés. Et enfin, ça a été dit, nous aurons l'immense plaisir d'écouter Guy Drut, qui a été médaille d'or 110 mètres et au JO de Montréal en 1976, c'est peut-être moins connu, 4 ans plus tôt, médaille d'argent au JO de Munich. Son parcours comme ministre des Sports et bien sûr membre des institutions olympiques françaises et internationales fait de lui, fait de toi, voilà, une personnalité avec un prisme transversal et ça nous permettra effectivement de connaître les enjeux qui entourent ces JO de manière extrêmement précise. Un immense merci à toi d'être parmi nous, d'avoir accepté cette invitation. Guy Drut qui est aussi Rueillois, donc qui connaît bien la ville. Et voilà, donc on en est ravis. Nous clôturerons, ça a été dit, ces GoJop par l'intervention de celui qui a été à l'initiative de cet événement, Patrick Ollier, ancien ministre, maire de Rueil et président de la métropole. Justement, président de la métropole, il joue en tant que président de la métropole un rôle déterminant dans l'organisation de ces JO à Paris en 2024, donc il vous en parlera bien volontiers. Voilà, je laisse la parole maintenant à Benoît Fétit, parce que j'ai déjà trop parlé, et je vois que Thierry me fait des appels en me disant que j'ai dépassé le temps qui était imparti. Donc je vous souhaite, merci à toutes et tous, et je vous souhaite une excellente matinée. Bonjour à tous, merci Chabi pour ton intervention. Merci à tous d'être là, que ce soit les élus ou que ce soit des chefs d'entreprise. Donc merci beaucoup d'être là et d'avoir répondu à l'invitation de la ville de Rueil-Malmaison et du club GoJop 92 pour cette spéciale des marchés des Jeux Olympiques Paris 2024.
Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi, à 16 mois finalement de la cérémonie d'ouverture, on fait encore des appels à marché? Y a-t-il d'ailleurs encore des marchés à prendre? Eh bien la réponse est oui. Et moi j'étais, c'est vrai, assez étonné. Il y a encore des choses qui ne sont pas clôturées maintenant à court terme, mais évidemment ce sont les dernières opportunités qui se présentent. Il n'y en aura plus beaucoup après. Donc on aura en fait finalement la présentation de ces opportunités au travers de M. Gilles Verdure, là, comme ça a été dit par Chabi, donc du GOJOP, donc du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et puis on a aussi une intervention de M. Nathan Bonatti sur la fabrique des solidaires des Jeux qui présenteront ces différents marchés. Donc, et je pense que honnêtement, le tissu économique des Hauts-de-Seine, entre les petites entreprises et les grandes entreprises, eh bien, entre la qualité des produits des services qui sont proposés, je pense qu'elles ont leur mot à dire. Vous avez votre mot à dire encore sur ces marchés. Alors, c'est vrai qu'on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'il y a un très beau tissu de petites entreprises, voire de moyennes entreprises, qui n'ont pas forcément la taille critique pour répondre à l'ensemble de ces appels d'offres. Et du coup, on s'est dit que c'était intéressant de retrouver, en fait, ce focus sur les pratiques du groupement de marché public. Il faut savoir que même les grandes entreprises utilisent ces dispositifs, mais les petites entreprises y ont accès également, qui sont des pratiques et qui permettent des pratiques assez récentes, enfin, qui existent depuis un certain temps, mais qui ne sont pas toujours connues et qui peuvent être utilisées en se regroupant à plusieurs entreprises ou pour élaborer notamment une offre commune. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de rappeler ces pratiques, et donc on aura une intervention pour justement savoir comment, ensemble, on peut être plus fort. Donc voilà, c'est je pense, tout à fait utile dans le cadre de ce type de réunion. Voilà, donc moi je vous souhaite une très belle présentation, je vous souhaite une bonne réunion, et simplement pour vous dire que le GOJOP est de plus en plus dynamique, parce que les occasions de se regrouper, de se retrouver ne manquent pas. Hier, nous étions dans un autre domaine, parce que je trouve que le sport et les GOJOP sont un bon prétexte pour lancer le sport, et en tous les cas, mieux pratiquer le sport en entreprise. Et hier, on a eu un très beau témoignage d'un certain nombre d'acteurs, notamment de Boris de Richebourg, et de la manière dont ils accueillent des sportifs dans l'entreprise. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Moi, je n'en avais pas complètement conscience. Et c'est vrai que souvent, les entreprises pensent accompagner des sportifs, mais finalement, ce sont les sportifs qui les accompagnent, avec notamment un accès à la performance qui est intéressant. Et quand c'est dit par un tiers, et notamment par un sportif au sein des entreprises, eh ben, c'est toujours extrêmement valorisant. Donc hier, on avait ce magnifique témoignage. Et du coup, on a au niveau des Hauts-de-Seine, et c'est ça que je voulais vous dire, vous passer comme message, c'est qu'on aura l'occasion, on a un sport dating le 23 mai à l'Arena, Paris La Défense, et là on aura une vingtaine de sportifs de très haut niveau, du 92, qui auront l'occasion de rencontrer des entreprises du 92, donc de faire matcher en fait cette offre et potentiellement cette demande, qui n'est pas toujours connue de la part des entreprises, avec tout un système d'aide finalement financièrement organisé par l'État et qui est, je trouve, extrêmement productif, extrêmement profitable. Donc moi, je vous invite à se retrouver donc le 23 mai à l'Arena pour ce sport dating qui est assez original, mais qui permet vraiment d'introduire le sport dans l'entreprise et d'apporter vraiment et d'insuffler une dynamique vers le succès, vers la performance. Voilà, donc c'est un peu le message que je voulais vous passer. En tous les cas, voilà, j'espère que ça sera profitable. Il y a encore des opportunités qui se présentent en termes de business. Et nous, on est là, la CCI, un trait d'union entre les territoires et les organisations et les entreprises. Et donc là, sur les JO, il y a des opportunités, il faut les saisir. Donc merci à vous d'être là ce matin et merci d'être attentifs. Et faites-le savoir autour de vous, pour ceux qui n'ont pas pu venir. Il y a encore des affaires à faire. Merci beaucoup, je ne vais pas être plus long. Merci Benoît. Alors, j'ai un backup, si j'ai un petit souci technique. Nous allons vous présenter en avant-première également un petit film sur la ville de Roubaix, qualité de vie et bien-être.
It was getting hard to be just like friends. Can I go on to pretend? Will you dance again? How would I dare to take your hand? It's in the way Jerusalem goes back and forth upon your skin. Little baby, we'll be someday lovers instead. And in the crowd of the discotheque, you'll find a million lovers there. Will you dance again? Your hips go close and closer when my hands don't stop shivering when your booty touches my pants. Little baby, we'll be someday lovers instead. Start getting used to it. Now we will be lovers instead. It's in the way you move, the way you smile, the way you taken control over my heart. You turn me through when I see you cry. I will make you secure into my arms. We're gonna be lovers instead. Not a single shift, you were just on time. Your destinies are mixed with mine. But I tried to change, to make things clear into my head. It's like our story's just begun, just to make it just for fun. Little baby, we'll be someday lovers instead. Sur ces belles images et ce beau film, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. J'appelle maintenant Gilles Verdure pour nous présenter donc les marchés qui sont accessibles pour les JO, nous faire un point. Il est accompagné de Monsieur Nathan Bonatti, c'est ça, des canaux. Et Gilles, la parole est à toi. Alors, la technique suit derrière. Si vous avez besoin d'un deuxième micro, je prends la suite. Très bien. Bien, ravi d'être avec vous ce matin. C'est ma troisième présentation auprès du Club Vojop des opportunités de marché, des opportunités économiques de Paris 2024. Et je vais faire ma conclusion tout de suite. S'il y avait une chose à retenir de mon intervention ce matin, c'est qu'effectivement, il reste des opportunités. Les chiffres pourraient prouver le contraire. Néanmoins, il reste des opportunités. Vous allez le voir, je vais essayer de vous en convaincre ce matin. Évidemment, à moins de 500 jours des Jeux, on a énormément œuvré pour être au rendez-vous le 26 juillet 2024, dans moins d'un an désormais. On a beaucoup travaillé sur ces opportunités de marché. Néanmoins, vous allez le voir, il reste des opportunités. C'est vraiment mon message de la matinée. Et pour ça, je voudrais contextualiser les choses très rapidement pour celles et ceux qui ne m'ont pas entendu, pour vous convaincre également de l'importance de les événements pour la France et pour le territoire de l'Île-de-France. Voilà les chiffres qui contextualisent un peu les Jeux Olympiques. On va accueillir 206 délégations, près de 15 000 athlètes, plus de 26 000 journalistes sur 2 fois 15 jours, sur une période extrêmement courte. Et on va organiser, on a l'habitude de le dire, près de 40 championnats du monde en même temps. 40 championnats du monde en même temps, ça veut dire des prestations d'organisation événementielle sur chacun des sites
en même temps. Là où, quand on a un événement sportif, habituellement, on va chercher des agents de sécurité, des agents de nettoyage, des agents de restauration sur un site, ben là, ça va se dérouler partout en France, en même temps, sur 2 fois 15 jours. Et c'est tout l'enjeu, à la fois des volumes de marché, des volumes d'activité sur un temps extrêmement court. Alors, évidemment, très concentré sur l'Île-de-France, dans la mesure où on a souhaité avoir quelque chose d'assez compact en termes de compétition sportive. Là, vous avez toutes les localisations des Jeux Olympiques et ensuite toutes les localisations des Jeux Paralympiques. Donc, vous voyez qu'on est extrêmement bien servi sur l'Île-de-France. Et donc, de ce point de vue-là, premier message auprès des entreprises, ne vous cantonnez pas. On a 2 sites de compétition dans les Hauts-de-Seine, Nanterre et Île-du-Manoir, mais ne vous cantonnez pas à ces sites-là. Autorisez-vous à aller sur d'autres sites et à répondre à ces enjeux-là. Mais néanmoins, vous voyez qu'il y a des opportunités très fortes en Île-de-France et c'est celles-ci qu'il faut saisir évidemment. Donc, vous voyez un petit peu l'enjeu en termes de volume et les perspectives en termes de durée qui sont évidemment très courtes. On a fait également le choix en termes de besoins d'être sur des sites de compétition qui sont pour un certain nombre d'entre eux soit déjà existants, c'est le cas de l'Arena à la Défense, c'est le cas de la Fédération française de tennis et de Roland-Garros, c'est le cas évidemment du Stade de France, soit d'avoir des sites qu'on a appelés iconiques, de pouvoir, à travers les images qui seront produites des Jeux Olympiques, d'avoir des formidables symboliques de la capacité française à organiser de l'événement au château de Versailles, devant la Tour Eiffel, etc., etc. Donc d'avoir des logiques aussi de prestations auprès des entreprises, de montage et de démontage d'un certain nombre d'équipements sportifs qui seront éphémères. Et là, ça génère des marchés qui sont vraiment typiques à l'organisation événementielle éphémère. Mais on s'appuie évidemment sur des sites de compétition existants. Et ce qu'il faut voir aussi pour les entreprises que vous êtes, c'est toutes les opportunités qu'il peut y avoir à côté sur des sites de logistique. Gennevilliers, par exemple, sera concerné par rapport à l'arrivée d'un certain nombre de marchandises dans le port, des sites d'entraînement, vous l'avez évoqué, 206 délégations qui, pour un certain nombre d'entre elles, vont venir avant les Jeux, repérer les choses, voir un petit peu comment elles peuvent s'entraîner et s'acculturer avant les Jeux. Et donc, de ce point de vue-là, ça génère là aussi, évidemment, très en amont du business et de l'activité économique en termes de rénovation d'équipements. Les collectivités locales ont joué énormément le jeu pour aménager et rénover leurs équipements sportifs, mais ça génère du business au moment où les délégations sont présentes parce que les athlètes, les kinés, les médecins vont aller manger dans les restaurants, dans les pizzerias, etc. Et donc l'animation territoriale va être extrêmement importante sur cette période-là. Et donc c'est tout ça qu'il faut prendre en considération. Moi je vais me focaliser sur les marchés des jeux liés au comité d'organisation, mais il y a toute la dynamique des jeux qui dépasse le strict cadre des achats de Paris 2024. Alors si on parle plus précisément de Paris 2024, dès le départ on a souhaité le faire avec une stratégie responsable des achats, en se disant on ne peut pas organiser un événement aussi important que celui-ci sans avoir une vision un peu sociétale de ce que l'on souhaite faire, à la fois d'un point de vue environnemental, et donc du coup il y a une direction qui est en charge de ça, qui s'appelle Excellence environnementale chez Paris 2024, mais aussi une dimension sociétale sur le recrutement des personnes dans les entreprises qui sont le plus éloignées du marché du travail, l'inclusion des personnes en situation de handicap, et des choses qui nous concernent très précisément ce matin, qui est le dernier pilier de notre stratégie responsable des achats, c'est la création de valeur sur les territoires. Création de valeur sur les territoires, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelles sont les retombées économiques locales que les TPE, PME et les structures de l'économie sociale et solidaire peuvent saisir dans le cadre des marchés de Paris 2024. Et là, on a mis en place c'est bien de le dire, c'est bien de l'affirmer, c'est bien d'avoir cette ambition, c'est mieux de l'organiser, de pouvoir le suivre tout au long des 6 années d'organisation d'un événement comme celui-ci. Et donc, de ce point de vue-là, on a mis en place un certain nombre d'outils. Le premier outil, c'est ce qu'on a appelé la stratégie de sourcing renforcé. C'est de venir vous voir. Je vous le disais, c'est la 3e fois que je viens dans les Hauts-de-Seine, mais des déplacements, il y en a eu près de 60 organisés partout en France pour aller rencontrer les TPE-PME, aller rencontrer les structures
de l'économie sociale et solidaire avec ce discours qui est « les marchés sont pour vous ». Alors évidemment, la question du consortium, la question de la taille des marchés est importante. On le verra tout à l'heure avec la Fabrique économique et solidaire des jeux. Mais en tout cas, il y a eu une stratégie d'aller prodiguer la bonne parole, entre guillemets, d'aller sur le terrain. Nous sommes soumis à la commande publique, donc il y a un certain nombre d'enjeux par rapport à ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, mais néanmoins, l'idée c'était de pouvoir aller rencontrer le plus possible en amont des marchés, et nous l'avons fait depuis 2019 avec une multitude de déplacements. Après, on a travaillé avec la direction des achats et l'ensemble des directions opérationnelles de Paris 2024 pour essayer de réserver un certain nombre de marchés aux structures de l'économie sociale et solidaire, aux structures du handicap, ou d'avoir des secteurs d'activité sur lesquels on souhaitait mettre le paquet sur les questions d'innovation sociale à travers des clauses sociales, et on a priorisé des gros marchés, des marchés qui sont importants en termes de volume et qui sont aussi importants en termes d'emploi, que sont la restauration, la sécurité, la logistique événementielle et le nettoyage, pour faire en sorte que les entreprises qui s'engagent à nos côtés puissent aller recruter des personnes qui en ont besoin. Et j'allais dire, ça tombe bien. C'est un sujet compliqué, mais en tout cas, ces secteurs d'activité souffrent fortement de pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on cogite avec l'ensemble des pouvoirs publics, avec les services publics de l'emploi, Pôle emploi, etc., comment on va chercher les personnes dont on a besoin aujourd'hui sur ces secteurs d'activité qui recherchent du personnel à la fois pour les jeux, mais dès maintenant. Et puis, enfin, on a mis en place un certain nombre de dispositifs, notamment des plateformes, pour que les entreprises puissent se référencer. Ça fait partie des messages que je veux vous faire passer ce matin, c'est référencez-vous sur les plateformes ESS 2024 et Entreprises 2024. Soyez en lien avec la Fabrique économique et solidaire des jeux que Nathan va vous présenter derrière, dans la mesure où ça vous permet d'être accompagné, ça vous permet d'être connu, d'être référencé, mais aussi d'être accompagné sur les opportunités de marché des jeux. On a vu que ce n'était pas simple à un moment ou à un autre, répondre à la commande publique, remplir un certain nombre de documents administratifs propre à cette commande publique. Quand on est une TPE-PME, c'est pas toujours très simple, et le process d'accompagnement des plateformes et de la Fabrique économique et solidaire des jeux sont extrêmement salutaires pour être au rendez-vous. C'est pas le tout d'avoir une publication des marchés officiels et d'avoir des déplacements. C'est aussi très important de pouvoir être suivi à toutes les étapes de la réponse, et ces outils-là vous le permettent. L'autre avantage aussi, c'est que quand on a des marchés qu'on n'a pas réussi à allotir et qui ont été pris par des grandes entreprises, on les a incités à se référencer également. Et donc, ces grandes entreprises vont aller chercher leurs sous-traitants via le référencement sur ces plateformes. Un groupe comme Sodexo est référencé sur ESS 2024. Ça n'est pas une entreprise de l'ESS. Pour autant, ils sont référencés, et quand ils cherchent à sous-traiter une partie de leurs prestations, et de fait, quand ils veulent aller chercher des structures de l'économie sociale et solidaire, ils passent par la plateforme ESS 2024 pour être en connexion avec les acteurs de la restauration durable. Donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant aussi de connecter avec les gros opérateurs, parce que c'est vrai qu'à certains moments, nous avons fait appel à des gros opérateurs. Voilà en termes de méthodologie. Alors où nous en sommes? J'essaye de faire très vite, et là encore une fois pour vous convaincre que les opportunités subsistent malgré les chiffres que je vais vous présenter. On a, pour le moment, facturé à Paris 2024, donc c'est l'activité fournisseur, facturé 378 millions et 1750 entreprises qui ont d'ores et déjà réalisé des prestations. On voit, et ça bat en brèche un peu ce qu'on a tendance à dire sur le fait que les jeux, c'est que pour les gros. On a 75% de TPE-PME en nombre et près de 51 ou 52% en valeur dans les marchés de Paris 2024 aujourd'hui. Ça représente ce qu'on a déjà facturé, des entreprises qui ont déjà travaillé pour les jeux. En revanche, on a engagé avec beaucoup plus d'entreprises, puisque la plupart des entreprises vont livrer leurs prestations au moment des jeux, au moment des compétitions. Et donc là, on a engagé près de 2,4 milliards. Et on estime que nos marchés, je l'avais dit sur les rencontres précédentes, on estime que nos marchés sont autour de 2,5 milliards. Je pense qu'ils seront un peu plus nombreux parce que l'estimation initiale de 2,5 milliards, évidemment que sur la dernière ligne droite, il y aura forcément des prestations auxquelles on n'échappera pas, il faudra absolument qu'on les réalise, et le chiffre sera peut-être un tout petit peu plus élevé. Pas énorme, mais un tout petit peu plus élevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, il nous reste à engager 100 millions. Alors on pourrait se dire, fermez le blanc, tout est terminé, il ne se passe plus rien.
100 millions pour des TPE-PME, c'est loin d'être négligeable. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, ce sera peut-être un peu plus. Et troisième message, qui me semble être le plus important, c'est que parmi les entreprises avec lesquelles on a engagé, je vous ai parlé de Sodexo, qui était un prestataire au départ, qui est devenu un partenaire commercial et qui va livrer un certain nombre de prestations de restauration sur des sites de compétition. Évidemment qu'ils vont faire un certain nombre de choses avec les TPE-PME, avec les structures de l'économie sociale et solidaire des territoires. Parce qu'ils se doivent de répondre au 5e pilier de la stratégie responsable des achats, parce qu'on les pousse à ça, et parce que compte tenu des volumes, de toute façon, c'est inéluctable. Et donc, de ce point de vue-là, le business va continuer jusqu'en 2024. Le rideau de fer n'est pas fermé, c'est pas parce qu'il reste 100 millions que tout s'arrête demain matin. Là, notre challenge chez Paris 2024 avec vous, c'est de vous mettre à disposition la liste des personnes avec lesquelles nous avons engagé, la liste des entreprises, en nous disant tous ensemble, le business, il est là. Typiquement, sur Yves du Manoir, pour vous donner un exemple sur les Hauts-de-Seine, sur Yves du Manoir, c'est une agence qui va livrer, qui va organiser l'intégralité de la compétition de hockey sur gazon à Colombes à Yves du Manoir. Ils vont faire appel à des entreprises de sécurité, de nettoyage, de restauration. Et donc là, l'objectif, c'est de pouvoir travailler avec cette agence. L'objectif, c'est de pouvoir travailler avec l'ensemble des prestataires qui sont retenus par Paris 2024, soit en direct, soit à qui on a externalisé l'organisation d'une compétition. L'objectif, c'est de travailler avec la Fédération française de tennis, qui va organiser les compétitions de tennis à Roland-Garros pour le compte de Paris 2024, pour qu'elle ouvre ses marchés aux TPE-PME, aux structures de l'économie sociale et solidaire locale. Et donc, de ce point de vue-là, vous aurez toute la présentation, je passe très vite, pour être le plus dense possible et potentiellement répondre à toutes les questions. De ce point de vue-là, vous voyez que la programmation des marchés, elle est déjà très bien engagée. Il reste des marchés d'équipements sportifs, il va rester des marchés de sécurité sur une 3e vague qui sera lancée courant avril. Il reste des marchés de fleurissement des sites de compétition, par exemple. Donc là, vous aurez cette présentation, elle présente 3 slides de programmation des marchés sur lesquels il subsiste des choses propres aux achats par 2024 et nous allons continuer à lancer des appels d'offres sur environ 100 millions, peut-être un tout petit peu plus d'ici à 2024. Mais le message fort, encore une fois, c'est que nous reviendrons vers vous, je l'espère, au plus vite. Je travaille avec la direction des achats pour vous faire la liste des entreprises avec lesquelles nous avons engagé des marchés et vers qui il faut se tourner désormais pour dealer et peut-être de manière un peu plus facile à certains moments dans la mesure où eux ne sont pas soumis à la commande publique pour travailler sur des logiques de business avec nos prestataires en sous-traitance. Je vous remercie. Merci Gilles. Alors, on va passer d'abord la parole en complément et on prendra les questions ensuite. C'est parti. Du coup, moi, je viens vous parler rapidement d'un programme qui s'appelle ESS 2024, un programme d'accompagnement et également d'un dispositif qui s'appelle la Fabrique économique et solidaire de jeu, un dispositif partenarial dans lequel on coopère notamment avec la CCI et d'autres partenaires. Très rapidement, ESS 2024, c'est un programme qui est porté par l'association Les Canaux, financé par Paris 2024 et la Solidéo. On est un petit peu un des outils de ces 2 grands acteurs qui vont leur permettre de respecter leurs engagements sociétaux que Gilles vient de vous présenter. Très concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? ESS 2024, du coup, comme l'a expliqué Gilles, c'est une plateforme d'autoréférencement sur lesquelles les entreprises sont invitées à venir inscrire un certain nombre d'informations. Il y a aujourd'hui plus de 6000 entreprises qui sont référencées sur ESS 2024, 35% environ structures de l'économie sociale et solidaire, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde et on insiste là-dessus et vous allez vite comprendre pourquoi. D'abord, à quoi est-ce que ça va vous servir concrètement? ESS 2024, ça va être référencé, ça va vous permettre d'avoir accès à un certain nombre d'informations. On met en place un relais d'informations qui se fait sous différentes formes. La première forme, c'est ce qu'on appelle le relais des marchés. En fait, le relais des marchés est automatisé. Vous allez recevoir au quotidien les marchés qui concernent vos secteurs d'activité. Et ce relais va se faire sous la forme d'un petit résumé. On vous met en fait dans un mail les informations clés sur ce marché et ça va vous permettre de savoir si c'est utile ou non de télécharger les pièces du marché et d'aller plus loin, d'éplucher le marché. Donc on met en place ce relais des marchés tous les matins dans votre boîte mail, vous avez les marchés qui vous concernent. On met aussi en place des webinaires de présentation sur les marchés où on pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour les TPE, PME et structures de l'économie sociale et solidaire, où on va, en coopération avec les acheteurs de Paris 2024, venir vous présenter un petit peu ces marchés qui vont être publiés.
Un autre axe de la fabrique de ESS 2024, c'est l'appui technique. D'abord, sur notre site internet, on a un certain nombre de ressources sur la commande publique, mais pas que, et qui vont pouvoir vous servir au quotidien. Ensuite, on va répondre au quotidien à vos questions. Vous allez avoir nos contacts, c'est disponible sur internet, et vous avez voilà, la moindre question technique ou stratégique sur comment répondre à un marché, nous on va être en capacité de vous répondre. Le dernier axe, c'est la mise en relation. On a une entreprise qui nous appelle, qui nous dit voilà, moi je suis intéressé par ce marché, mais je ne peux pas remplir l'entièreté du cahier des charges. Est-ce que vous connaissez des entreprises qui pourraient être intéressées? Et nous, avec notre base de données, on va aller chercher en fait des entreprises qui pourraient répondre avec vous. Et on va ensuite vous accompagner dans l'organisation de ce groupement. Ça, c'est ce qu'on fait du côté des entreprises, mais on travaille aussi du côté des donneurs d'ordre. C'est un axe qui est important. On travaille du côté, du coup, on va travailler pour Paris 2024, pour la Solidéo, mais aussi pour les communes qui ont des sites de compétition et qui passent des marchés. Également pour du coup, les prestataires de livraison des jeux dont vient de vous parler Gilles. On va en fait leur faire du sourcing via notre base de données, mais aussi des recommandations. Je prends un exemple. Paris 2024 doit publier un marché sur lequel il compte mettre des clauses d'insertion. Avec notre base de données, on va être en capacité de leur dire si sur ce secteur d'activité et localement, il y a des entreprises qui vont être intéressées pour y répondre ou non. Nous, derrière, on prend notre téléphone, on appelle les entreprises sur la base de données et on leur dit, voilà, il y a ce marché qui devrait être publié, voilà ce qu'il y a concrètement dans le marché, techniquement, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les délais, est-ce que vous, ça vous intéresserait d'y répondre? Et derrière, on va faire des recommandations aux acheteurs avant qu'ils publient leur marché. On va aussi faire du sourcing pour du coup ces prestataires de livraison des jeux. Je prends l'exemple par exemple d'Amaury Sport Organization qui va organiser les épreuves de cyclisme dans les Yvelines. Nous on est en contact aujourd'hui avec ASO qui nous a donné un petit peu ses besoins et on va leur faire une liste d'entreprises qui pourraient répondre à ces besoins. Donc j'insiste vraiment sur l'importance d'être référencé sur ESS 2024, c'est vraiment l'outil qui nous sert au quotidien et qui sert aussi à ces grands donneurs d'ordre des jeux. On va aussi travailler pour les grandes entreprises qui ont besoin de sous-traitants, les Sodexo, les entreprises de BTP qui ont remporté les gros marchés des jeux, mais qui derrière ont des chaînes de sous-traitance de rang jusqu'à 7, 8 et qui ont besoin d'identifier encore une fois des prestataires locaux et qui sont contraints en fait via la politique responsable des achats de Paris 2024. Ça, c'est ce que fait ESS 2024. Et moi, si je suis présent aujourd'hui dans les Hauts-de-Seine, c'est dans le cadre d'un programme qui s'appelle la Fabrique économique et solidaire des jeux, qui est financé par l'État. C'est une démarche partenariale qui se fait avec les réseaux locaux. Le but, c'est pas de venir rajouter un dispositif sur des choses qui existent déjà. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec la CCI, on travaille avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, un certain nombre d'acteurs comme ça. Et concrètement, le but de la Fabrique des jeux, c'est de maximiser les retombées économiques locales pour les TPE, PME et structures de l'ESS. C'est les plus petits, si je peux me permettre. Un des enjeux de la Fabrique, ça va être de générer des opportunités sur les territoires. On parle là des marchés de Paris 2024, mais il y a aussi tout ce qu'il va y avoir autour, tout ce que les collectivités vont mettre en place autour des jeux pour célébrer l'accueil des jeux, à travers notamment le label Terre de Jeux. Il y a un nombre important de collectivités qui est labellisé Terre de Jeux. Certaines collectivités se saisissent très bien de ce label, je prends l'exemple de la ville de Nanterre, mais aussi de la ville de Rueil, d'autres un peu moins, et du coup on va accompagner ces collectivités pour mettre en place des actions concrètes autour des jeux. Alors qu'est-ce que ça veut dire des actions concrètes autour des jeux? D'abord, une fois qu'on est labellisé Terre de Jeux, on peut avoir l'opportunité d'accompagner les délégations étrangères en amont des Jeux, qui vont avoir besoin d'infrastructures pour venir s'entraîner, mais également pendant les Jeux. Tout le monde ne sera pas au village olympique. Cet accueil de délégation va générer des besoins, et le but, c'est que ces besoins soient remplis par le tissu économique local. Autre chose, ça va être la rénovation d'infrastructures sportives. Il y a des financements qui sont mis en place par l'État, par l'Agence nationale du sport, par la Solidéo, pour rénover le gymnase. Alors on ne parle pas des grands sites de compétition, on parle vraiment des infrastructures du quotidien. Et du coup, ces financements, ça permet des rénovations, et ces rénovations, derrière, il y a des marchés de travaux, et le but c'est que ces marchés de travaux, encore une fois, c'est vous qui en profitez. Le dernier axe, ça va être du coup la célébration un petit peu de ces événements, tout ce qui va être événementiel autour des jeux. Il va y avoir des fan zones, il va y avoir plein d'événements qui vont être organisés autour des jeux, et nous du coup on rencontre les collectivités, on leur montre un petit peu ce qu'elles peuvent faire dans le cadre de ce label, encore une fois pour que voilà, ça vienne générer des opportunités en plus de ce qui existe déjà dans le cadre des jeux, dans le cadre du budget de Paris 2024, et en plus ça va être des opportunités qui vont être un peu plus à taille humaine, en tout cas qui vont se faire un peu plus localement. Un autre enjeu de la Fabrique des jeux, c'est d'accompagner la montée en compétences des acteurs économiques. La Fabrique des jeux propose des formations gratuites sur la réponse au marché public. Ces formations, elles s'organisent en 3 sessions de 2h, 2h et 2h30. Dans ces formations, on va rentrer dans du très technique, voilà, sur les procédures, les différents types de marchés, les seuils, les groupements, comment est-ce qu'on constitue un groupement, comment est-ce qu'il faut s'armer juridiquement lorsqu'on met en place un groupement. Ces formations, elles sont gratuites, hein, je le répète, elles auront lieu à Nanterre dès le mois d'avril, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à prendre mon contact et je vous enverrai un petit peu les informations d'inscription. Et dans ces formations, on parle au final assez peu des marchés de Paris 2024, on parle commande publique en général,
On parle voilà, de comment s'organise la commande publique dans les collectivités, quelles sont les différentes compétences des collectivités. Moi, entreprise, j'ai ce type d'offre, et bien à quelle porte est-ce que je dois aller toquer pour avoir potentiellement des marchés qui peuvent m'intéresser. Et on essaye de faire un petit peu changer les pratiques autour de la commande publique du côté des collectivités. Et tout ça, on aime bien dire voilà, que ça fait un petit peu partie de l'héritage immatériel des jeux. Voilà, je ne serai pas plus long, je ne sais pas si vous avez des questions, j'espère que vous avez des questions. Ce que je vous propose dans la dynamique, puisque vous avez parlé de groupement, Ouais. C'est qu'on enclenche tout de suite la thématique sur le groupement avec la présidente de la CPME des Hauts-de-Seine, Isabelle Lajeunie, et on prendra à ce moment-là les questions. Je pense que ce sera global et vous pourrez, mais restez sur scène. Isabelle, donc à toi la parole. Démystifier les appels d'offres et pour démontrer que toute taille d'entreprise peut répondre aux appels d'offres. Merci Isabelle. Merci beaucoup Thierry. Alors vous imaginez que le format est très très court, alors vous parlez groupement et sécurisation, effectivement des réponses, ça va être un peu court. L'objectif aujourd'hui pour moi c'est de vous inciter à répondre au marché public. Les marchés publics ont beaucoup évolué ces dernières années, et notamment avec la mise en place du nouveau code de la commande publique en 2019. Donc vous aurez un certain nombre de slides, je pense que si vous les demandez, la CCI pourra vous les fournir. Je ne vais pas les développer ici, parce que ce serait trop long, mais quand même rappeler les trois principes de la commande publique, qui sont la liberté d'accès, la transparence des procédures et l'égalité de traitement des candidats. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus vrai, surveillé et mis en place. Il y a aussi des règles et des engagements des collectivités, de l'État, des services de l'État, pour permettre aux TPE-PME de répondre. Donc le nouveau code de la commande publique 2019, il y a eu un très long travail de collaboration de l'État pour la mise en place, puisque en fait la commande publique a commencé à évoluer avec l'ordonnance et les décrets de 2016, et l'État a mis 3 ans pour mettre en place ce nouveau code de la commande publique, parce que ces 3 ans ont été utilisés pour travailler sur comment inciter à répondre au marché public, comment on dynamise le marché, comment on sécurise la commande publique. Donc un certain nombre. Un point important, je suis ici effectivement la présidente de la CPME des Hauts-de-Seine, et là pour vous inciter à répondre, mais dans d'autres activités, je suis présidente du comité stratégique achat de la CCI Paris-Île-de-France, qui regroupe l'EPA mais aussi toutes les écoles. Et voilà quelques chiffres que vous pourrez retrouver, c'est que 67% des marchés en nombre et 48% en poids économique sont donnés à des TPE-PME, et 58% sont sur des TPE-PME franciliennes. Donc l'importance aussi, c'est qu'à partir du moment où on peut répondre en tant que TPE-PME, pour l'acheteur public, c'est aussi une solution. Vous savez qu'il est interdit de localiser ou de géolocaliser, de mettre des clauses de géolocalisation dans les marchés publics. Une des possibilités à utiliser, c'est de donner accès effectivement aux TPE-PME, parce que là, majoritairement, elles sont locales. Toutes les règles de sécurisation et les engagements de l'achat responsable et des relations éthiques, je vous laisserai en prendre connaissance. Un rappel des procédures adaptées. Un petit focus sur les marchés innovants qui sont maintenus. Le système est pérennisé, ça a une importance primordiale et ça a une véritable importance. Je vous incite à faire du sourcing. Le code de la commande publique aujourd'hui admet le sourcing, l'incite, parce que dans un marché public, on pourrait mettre des variantes, sauf que pour un acheteur, proposer qu'il y ait des variantes dans son marché, c'est extrêmement compliqué pour séparer les candidats ensuite. Donc le tout, c'est de dire, d'aller voir les acheteurs en amont, bien sûr quand le marché est lancé c'est trop tard, mais longtemps avant, quand vous êtes une TPE, que vous avez un produit innovant, allez voir les acheteurs, ciblez la personne, l'entreprise, l'acheteur public que vous souhaitez voir, allez le voir, allez lui expliquer votre innovation, et là, dans son marché, il pourra, dans son cahier des charges, mettre des petites données qui pourront vous permettre de répondre. Comme tout le monde, hein, un acheteur, c'est simplement un client, et il ne peut pas écrire dans son marché quelque chose qu'il ignore. Donc surtout, osez la commande publique. Qui peut refuser un carnet de commande à 4 ans? Et c'est une opportunité à la fois de croissance et de stratégie commerciale.
Alors, on va passer au cœur du recteur. Le groupement momentané d'entreprise, ce n'est pas quelque chose de récent puisque c'est déjà quelque chose qui existait en 1947 à la sortie de la guerre avec la reconstruction où le ministère incitait déjà les entreprises à répondre parce qu'elle estimait effectivement que d'abord elle avait des entreprises locales qui pouvaient répondre et que probablement en co-traitance, l'entreprise était plus impliquée qu'en sous-traitance. Simplement, je vous l'ai dit, un acheteur public, c'est un être humain, comme les autres. Et quand on lui propose soit une entreprise individuelle, c'est-à-dire une entreprise qui prend le marché global, et un groupement, il a une petite tendance à vouloir sécuriser en prenant une entreprise globale. Tout simplement parce que c'est un seul dossier de candidature, il n'y a qu'un interlocuteur, il a un responsable de l'obligation de résultat, il a une assurance globale pour tout son marché, et s'il y a une défaillance d'un sous-traitant, c'est à elle de gérer. En revanche, si c'est un groupement, il y a un dossier de candidature par entreprise. Certes, l'analyse est globale, mais il est bien obligé de regarder toutes les entreprises. Il y a un mandataire, mais plusieurs co-traitants qui sont égaux. Il a une relation contractuelle avec chaque co-traitant. L'obligation de résultat est forcément du coup répartie entre les co-traitants. Il y a une assurance par prestation. Et selon qu'il y ait solidarité ou pas dans le groupement, ça change un peu la donne pour lui. Donc vous imaginez bien que le sentiment de sécurité, il l'a plus d'un côté que de l'autre. Donc il faut lui prouver que votre groupement il est solide, que tout est fait pour répondre à son besoin. Un petit rappel de la doctrine, de la jurisprudence. Alors si effectivement le groupement a bien fonctionné dès 1947, il s'est arrêté puisque à un moment donné, la jurisprudence a estimé qu'un groupement était en fait une société de fait et qu'un créancier d'une des entreprises du groupement pouvait potentiellement demander au groupement réparation ou indemnité. Donc il y a eu un coup de frein. Ce coup de frein a eu lieu jusqu'en 1976, où là, effectivement, il y a eu un projet de loi et du coup, compte tenu du projet de loi, tout le monde a rétropédalé, la jurisprudence a changé et on est revenu sur la base, c'est qu'un groupement, c'est vraiment une association momentanée d'entreprises sans personnalité morale. Qu'est-ce qui définit le groupement dans le marché public? C'est qu'il n'y a qu'un seul acte d'engagement. Dans l'acte d'engagement, je vous ai mis un modèle. Il y a toutes les entreprises présentes et qui sont co-traitants, mais un seul acte d'engagement. Et il y a surtout un statut d'égalité de chacun. C'est-à-dire que tous les co-traitants sont égaux face à l'acheteur. Petit rappel aussi de jurisprudence. Et puis, le nouveau code de la commande publique a reprécisé un tout petit peu les choses, indiquant que le groupement doit répondre à une certaine nécessité. Donc il y a des règles, notamment sur la libre concurrence. L'objectif n'est pas que des grands groupes se rassemblent ou des grandes entreprises se rassemblent pour bloquer un peu le marché. On le voit encore. C'est notamment dans le domaine de l'assurance. Le système de fonctionnement fait que si une entreprise ou deux entreprises se mettent à répondre, elles peuvent bloquer le système. Donc on a quand même ce respect de la libre concurrence, mais voilà, une certaine liberté. Alors attention, un point essentiel, si vous répondez en groupement, vous êtes attributaire, vous devez fournir tout ce qui est attestation sociale, fiscale et autres. Si à ce moment-là de la réponse, l'un des co-traitants n'est pas recevable, c'est tout le groupement qui tombe. Donc faites très attention avec qui vous répondez, vérifiez bien que tout le monde est bien à jour de ses obligations sociales, fiscales, tout ce qui est nécessaire. Type de groupement, vous avez les groupements solidaires et les groupements conjoints. Le groupement solidaire, c'est chaque membre est financièrement responsable de l'ensemble. Attention, il y a techniquement responsable et financièrement responsable. La jurisprudence, pendant un temps, voulait que le groupement soit solidaire techniquement également. En fait, cette jurisprudence est tombée et dorénavant, quand vous êtes en groupement solidaire, vous n'êtes responsable que financièrement. C'est-à-dire que s'il y a un défaillant, vous devez y payer, vous devez supporter les charges financières qui sont liées à ça, mais ça ne va pas plus loin.
Et si vous êtes en groupement conjoint, chacun est responsable techniquement de son domaine et de sa part financière. Ça implique forcément que dans le marché, les prestations soient bien détaillées. Il faut que chacun ait bien sa part définie de marché. S'il y a une ambiguïté entre les prestations des uns et la prestation des autres, la solidarité sera préférable. En tout état de cause, qu'on choisisse une forme ou une autre, il y a forcément un mandataire. Ce mandataire, il est là pour coordonner, et sur les groupements conjoints, il est soit conjoint, soit solidaire. S'il est solidaire, ça veut dire qu'il prend encore plus de responsabilités. Isabelle, je suis garant de la montre. Une minute pour conclure. Très vite. Juste une chose, le groupement, une fois que vous l'avez monté, il ne peut plus bouger jusqu'au moment de l'attribution. Du moment de la réponse au moment de l'attribution, vous ne pouvez pas changer un des membres du groupement. En revanche, si après l'attribution, le groupement, pour X raisons, devait changer, ou défaillance de l'un ou de l'autre, en théorie, il devrait y avoir remise en concurrence de la prestation spécifique. Généralement, pour ne pas déséquilibrer, il n'y a pas remise en concurrence. En revanche, il peut y avoir des indemnités à verser. Alors, vous retrouvez toutes les règles, les différents rapports, et surtout une chose importante, c'est vous avez le marché qui existe. À côté, vous devez impérativement monter un contrat qui, lui, est de droit privé, avec les règles du jeu qui existent entre vous, les co-traitants. C'est votre sécurité. L'acheteur public n'aura rien à voir avec ça. En revanche, s'il y a une défaillance, s'il y a une problématique, vous organisez entre vous, co-traitants, les règles du jeu de votre marché. Ça, c'est extrêmement important. La plupart des entreprises qui répondent en groupement ne prévoient pas cette convention. Surtout, prévoyez-la. Il y a nombre d'exemples, notamment les fédérations du bâtiment qui ont depuis très longtemps proposé des modes de contrats privés. Surtout, ne l'oubliez pas, c'est votre sécurité, c'est la sécurité du groupement. Vous ne savez pas toujours avec qui vous répondez. Vous pouvez très bien le connaître amicalement, professionnellement, mais de là à travailler ensemble, c'est un tout petit peu compliqué. C'est une forme d'association, donc il faut savoir où on met les pieds. Mais quand vous vous associez avec quelqu'un, vous faites un pacte d'actionnariat, quand vous répondez à un marché public, en groupement, faites une convention, établissez très clairement les règles du jeu. Elles peuvent différer des prestations que vous mettez dans le marché public, mais c'est votre garantie et votre sécurité. Merci. Merci. Merci pour tous ces détails précis pour vos appels d'offres. Alors, ce que je vous propose, vous connaissez Isabelle, donc on a toujours une séquence de networking, c'est-à-dire de dialogue et d'échange après cet événement. Donc, le plus simple, ce serait de poser les questions directement à Isabelle ou Gilles, bien entendu, et de prendre les questions à la fin de cet événement. Maintenant, je fais venir, merci beaucoup à vous, je vais faire venir la société Danone, que je remercie vivement. Société dont l'entreprise est à Roy 2000. Laurence Perrault, secrétaire général, membre du COMEX chez Danone. Simon Van Desten, directeur du projet JO 2024 Paris 2024. La parole est à vous. Alors, madame, on commence par les dames, bien entendu. Pourquoi Danone est dans cette très belle aventure des Jeux Olympiques 2024 ? Merci pour ce temps qui nous est accordé ce matin, monsieur, madame les élus, monsieur, madame les entrepreneurs présents dans cette salle. Monsieur le ministre, je voulais vous dire que 1976, évidemment, Montréal, c'est pour vous le 100 mètres. Pour moi, c'est la révélation Nadia Comaneci. Et pourquoi je mentionne ça, c'est parce qu'en fait, c'est ce qui m'a donné la passion du sport également, parce que j'ai à ce moment-là entamé, ça s'est très vite arrêté, mais le sport en compétition. Et je vous en parle ce matin parce que le sport et Danone, effectivement, c'est intimement lié. Et c'est intimement lié aussi pour chacun d'entre nous. Nous appelons les Danoneurs. Donc le sport est au cœur de notre activité. Je vais vous dire pourquoi. Alors, midi publicitaire, peut-être pour vous dire que Danone, si nous sommes partenaires des JO, et Simon va en parler plus précisément, en fait, c'est complètement cohérent avec l'histoire de notre entreprise qui a plus de 100 ans. Danone, c'est la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Et la santé par l'alimentation, c'est quoi? C'est à la fois ce que nous mangeons, mais c'est aussi la façon dont nous bougeons. Je vais vous donner un exemple. À la sortie du Covid et notamment de la montée en puissance et tant mieux du télétravail, on a mené une grande enquête chez Danone auprès de nos collaborateurs
pour savoir comment nous sortions de cette période. Alors à titre individuel, on a tous pris plus ou moins quelques kilos et on a eu plus ou moins du mal à quitter nos chez nous pour ressortir dans nos vies sociales. Et on a montré dans cette étude menée par l'Institut Danone à quel point le manger-bouger était essentiel et que, je vais vous donner un exemple, quand nous restons à la maison, on prend 20 minutes pour déjeuner avec un repas extrêmement réduit en diversité alimentaire. Quand on est dans nos entreprises, par exemple, notamment, nous sommes ravis d'être à Rueil, cher monsieur le maire, nos collaborateurs prennent au moins 1 heure pour déjeuner et ont une diversité, notamment grâce à Sodexo qui est notre partenaire. Donc on voit bien que ce sujet de l'alimentation et de la santé par l'alimentation est au cœur de notre métier et qu'au-delà des petits pots, des bouteilles d'eau ou des yaourts que nous vendons depuis près de 100 ans, on a une responsabilité sociale, sociétale, environnementale aujourd'hui et qui est au cœur du projet de Danone dans ce qu'on appelle, créé par Antoine Riboud, poursuivi par Franck Riboud, Emmanuel Faber et aujourd'hui Antoine de Saint-Afrique, c'est notre double projet. On a un double projet qui est économique, on doit évidemment gagner des parts de marché, être compétitif sur le marché économique et c'est au cœur de notre mission, le « et », nous avons aussi une responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Donc quand Paris 24 est arrivé dans nos agendas collectifs, évidemment Danone a souhaité en être le partenaire puisque manger bien d'un côté et pousser à la non-sédentarité, c'est un sujet extrêmement important et à tous les âges de la vie. Et je nous incite, et si vous le souhaitez, nous pourrions en discuter après, nous avons également par l'Institut Danone un grand projet de faire en sorte d'aller à la rencontre des enfants, dont on sait que l'impact, là aussi post-Covid, fait que nous avons une enfance qui a plus de mal aujourd'hui à se bouger. On a envie aussi que les jeux soient pour nous une occasion de relancer l'activité physique dès tout petit, mais jusque aussi aux âges plus avancés de la vie. Et je terminerai aussi, parce que nous avons mentionné ce matin Terre de Jeux, nous avons 26 sites chez Danone, 13 usines notamment, partout en France. On a fait le choix de la souveraineté alimentaire, on l'a vu, l'importance aujourd'hui de réancrer notre industrie en France, et l'industrie agroalimentaire doit en faire partie, en tout cas c'est au cœur de Danone. Donc pour toutes ces raisons, on est évidemment partenaire et ravis de pouvoir poursuivre la discussion. Et peut-être sinon, tu peux nous dire en quoi Paris 24 est au cœur de ce que l'on veut faire aujourd'hui. Voilà, Laurence, tu as pris la parole, très bien, parfait. Merci. Alors effectivement, comme disait Laurence, on est très fiers, déjà c'est ça qu'on pourrait affirmer ce matin, très très fiers d'être partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Pour nous c'est une grande fierté et plus qu'un partenariat, c'est surtout, on le voit vraiment comme la rencontre de deux organisations au service d'une ambition commune qui est celle de laisser un monde meilleur aux générations futures. En effet, Paris 2024, c'est les Jeux d'une société qui change. C'est vraiment ça qui est révolutionnaire, une société qui change, une société qui met au cœur les enjeux sociaux et environnementaux, une société qui promeut le bien-être et la santé, puis une société qui est aussi plus riche de sa diversité et de son inclusion. Et ça, c'est vraiment des valeurs, une vision qui font vraiment écho chez nous, chez Danone, comme l'expliquait Laurence, parce que chez Danone, l'ancrage de toutes ces valeurs sont vraiment au cœur de notre double projet économique et social, parce que bien sûr la santé c'est au cœur de notre mission, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, et puis également parce que chez Danone nous aimons le sport, comme disait Laurence, on a beaucoup de choses en fait qui font qu'on a une histoire très commune avec le sport. On a d'abord été partenaire des Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville en 1992, on était partenaire de la Coupe du Monde de 98, Coupe du Monde de foot. On organise depuis plus de 20 ans le plus grand tournoi de foot des 10-12 ans, la Danone Nations Cup, et puis on peut aussi également citer notre partenariat avec un des plus grands tournois de golf féminin du Grand Chelem. Et donc forcément pour nous c'est clé. Danone, à travers ce partenariat, va apporter son expérience, son expertise à travers la mise à disposition de nos produits, et notamment nos produits laitiers frais et puis nos produits d'origine végétale. On va avoir à cœur également de s'adresser aux plus jeunes pendant ces Jeux. Une des réussites de Paris 2024 passera par l'héritage que les Jeux vont laisser à Paris, à la France, mais également un héritage un peu plus symbolique auprès des jeunes générations partout dans le monde, et notamment sur leur impact à travers leurs choix sur leur santé et sur le monde, notre planète.
Alors à travers ce partenariat, on va d'abord faire ce qu'on sait mieux faire, c'est-à-dire apporter donc, la santé par l'alimentation au plus grand nombre, en commençant par mettre à disposition des produits adaptés et sains. On va notamment mettre à disposition 1 million de produits à destination des athlètes. On va être présent dans les 13 millions de repas qui vont être servis pendant les Jeux. On va également donc, poser nos marques, nos produits. Alors les marques, vous les connaissez, Danone, Danette, Danonino, iPro, Alpro, Actimel, Activia. Toutes ces marques-là, elles sont au cœur de la vie des Français. Hein. C'est plus de 90% des foyers français qui consomment nos marques aujourd'hui. En grande majorité, ces produits, il faut l'avoir en tête, ils sont fabriqués en France. Ils sont 100% issus de l'agriculture régénératrice pour les produits qui sont faits localement. Et puis, les produits qu'on va mettre à disposition des Jeux vont être aussi 90% Nutri-Score A ou Nutri-Score B. Donc vraiment, c'est au cœur sur la santé. Et puis, on va aussi avoir un souhait de végétaliser les assiettes des athlètes et puis de l'ensemble des participants des Jeux avec nos produits de la gamme Alpro. Et on va contribuer aussi en ça aux objectifs de Paris 2024, qui est de réduire de moitié l'empreinte carbone sur ces Jeux et puis également de favoriser le flexitarisme en doublant la part du végétal dans l'alimentation. Après, nous allons aussi mener et accompagner la stratégie de Paris 2024 sur la dimension héritage et durabilité. Alors, comme le citait Laurence, on va bien sûr essayer de faire rayonner ces Jeux à travers nos assets sur le territoire. On est, comme le disait Laurence, sur 26 sites en France qui sont tous très mobilisés pour faire vivre ces Jeux à nos collaborateurs, sur aussi l'ensemble des personnes sur ces territoires. On a également 600 collaborateurs dans nos forces de vente qui sont partout en France et qui vont aussi amplifier ces Jeux chez nos clients, chez nos partenaires de santé. On veut voir aussi ces Jeux comme une opportunité pour changer les comportements alimentaires. Et là aussi, comme le disait Laurence, on va utiliser nos plateformes d'engagement qui sont déjà existantes, l'Institut Danone, mais je pourrais aussi citer le programme Malin, qui est un programme qui donne accès aussi aux produits aux familles les plus défavorisées. Et puis enfin, on va avoir un souhait de réduire l'empreinte environnementale de nos produits. Alors ça, c'est un grand défi sur nos catégories de produits. On est très engagé là-dessus. On voit aussi les Jeux comme finalement le moyen d'accélérer des projets qui sont en gestation chez nous et qui sont complexes. Et on a 2 initiatives que je pourrais citer ce matin sur lesquelles on travaille ardemment pour être prêt pour les Jeux. La première, c'est de proposer une offre inédite, expérientielle sur nos produits en vrac sur certains sites emblématiques de Paris 2024 ou de la ville de Paris pour les sites de célébration. Donc on travaille sur ce sujet-là, grâce aussi à l'opportunité qu'a laissé le gouvernement en permettant en fait, de pouvoir aussi offrir en vrac ces produits laitiers dès maintenant. Et puis, on réfléchit également à essayer de transformer certains de nos packaging en passant de plastique à du carton recyclable, ce qui est aussi un défi technologique. Pour terminer, je dirais que ces Jeux, c'est aussi c'est vraiment l'opportunité d'accélérer la capacité de changement des comportements alimentaires et sportifs. Donc on croit beaucoup à ça parce qu'on sait que s'adresser notamment aux plus jeunes, favoriser de nouveaux réflexes chez les jeunes, sur le sport, sur la nutrition, est essentiel pour leur santé future. Donc c'est pour ça qu'on va s'engager tout au long de ces Jeux auprès de Paris 2024 pour essayer de promouvoir le plus d'initiatives autour de cela. Voilà. Et donc finalement ces Jeux, pour terminer, c'est notre mission, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Et c'est ça qui nous motive particulièrement dans ce partenariat. Merci beaucoup Simon, merci Laurent. Et c'est plus naturel que vous soyez à Rueil-sur-Seine et non plus Royan-les-Mines comme on le dit malheureusement. C'est le passé. C'est le Rueil-sur-Seine. Alors, comme le club Gojop le veut, nous avons toujours 2-3 entreprises qui viennent se présenter. Ils ont un pitch de 2 minutes pour présenter leur activité. Donc, je vais recevoir Jean-Claude Thomas, Béatrice Nédélec et Alexandre Lignon. Ils peuvent venir tous les 3 sur scène. Vous avez donc chacun 2 minutes. Je commence par le président du club Erego de Rueil-Malmaison, qui va se présenter en 2 minutes. Un beau challenge sportif aussi. Hein. Ah oui, pardon. Alors, je vais vous présenter Erego, de façon sportive, évidemment. Erego, c'est une plateforme d'échange destinée à tous les acteurs économiques du territoire. Nous interagissons avec l'ensemble des acteurs du territoire, donc le développement économique de la ville de Rueil-Malmaison, la CCI, les principaux clubs d'entreprise du 92. Nous fédérons les créateurs d'entreprises, les dirigeants d'entreprise,
L'objectif, c'est de favoriser, favoriser l'enrichissement mutuel des expertises et le développement du business local. La notion de business local est importante pour nous. C'est un des moyens de différenciation d'Erigo. Nous mettons en place des outils et des services destinés à fournir à nos membres des solutions très concrètes répondant à leurs besoins métiers. Sur les valeurs, je vais passer assez vite, juste en citer une ou deux. L'inventivité, par exemple. Nous soutenons tous les projets innovants et originaux qui rentrent dans notre mission. C'est comme ça qu'est née en 2016 la Route des Saveurs, qui en est maintenant à sa 5e édition, événement bien ancré dans la ville de Rueil-Malmaison. Partage, nous collaborons de façon régulière avec les associations caritatives de Rueil. Pour la rentrée scolaire 2022, nous avons équipé au travers de la Croix-Rouge une vingtaine d'écoliers en cartable et en fourniture scolaire. Nous avons fourni plus de 5000 masques à l'ordre de Malte et à la Croix-Rouge, c'est aussi ça Erigo. Ce que nous proposons à nos membres, des outils, alors un annuaire qualifié, un dispositif pour les créateurs d'entreprises, le cercle RH, qui est destiné plutôt aux grandes entreprises. Ça permet aux DRH des grandes entreprises d'abord de se connaître, de se rencontrer, d'échanger sur leur politique RSE, sur les bonnes pratiques du métier, leurs problématiques locales. On souhaite ouvrir également d'autres cercles locaux, par exemple liés à la finance et au marketing. Pour ce qui est des services, pour ce qui est des services, on va plutôt insister sur le travail des commissions. Donc, vous voyez, il y a plusieurs sujets qui sont traités. Un outil qui sont les matinales. Je vais finir par les apérigots, qui sont un moment de convivialité et de partage. Ça se passe une fois par mois, de 18h à 21h. On reçoit tous les membres et on peut échanger de façon conviviale. Voilà. Parfait, merci pour ce timing. Donc, je passe à une des plus ferventes en termes de présence au club GOJOP depuis un an. Merci à toi et Royoise de plus. Donc, si tu peux présenter en quelques minutes ton activité, Béatrice. Merci beaucoup Thierry. Bonjour Monsieur le maire, les élus, les responsables de chambres de commerce, responsables départementales et bien sûr les chefs d'entreprise. Alors, Béatrice Nedelec, depuis 25 ans, je m'investis dans les associations de la ville de Rueil-Malmaison et où j'habite, où j'ai élevé mes 5 enfants. Et toutes mes activités sont concentrées à Rueil-Malmaison. En 2006, j'ai créé Diet France, agence de communication. La même année, j'ai créé l'association Opéra Bel Canto qui porte aujourd'hui le Festival des Envolées Lyriques, qui est actuellement, nous sommes dans le 8e festival. Après, en 2016, je crée chez Erigo la Route des Saveurs. On est à sa 5e édition. Et en 2017, c'est le petit dernier, Alto Concert, structure de production pour l'organisation de concerts. Donc je dois dire que l'entrepreneuriat au féminin à Rueil-Malmaison, je connais. Et je dois dire que j'ai pu le faire grâce au dynamisme de la ville de Rueil, de son soutien. Et je remercie Monsieur le maire, Patrick Ollier, présent ici. Alors, qu'est-ce que Diet France? Diet France est une agence de communication, santé, nutrition, bien-être. J'étais ravie d'entendre les représentants de Danone. Alors, nous créons et organisons des événements, des animations dans toute la France, auprès d'un large public, les enfants dans les écoles, les adultes, soit dans la grande distribution ou dans les salons professionnels, et les seniors dans les établissements. Et bien sûr, des salariés d'entreprise. Comment faisons cela? Diet France s'appuie sur son réseau national de diététiciens nutritionnistes qui sont extrêmement actifs sur le terrain. Donc ces 220 diététiciennes nutritionnistes, elles sont diplômées, qualifiées et référentes en région. Et chacune de mes diététiciennes, elles rayonnent sur leur département. Et quand on a besoin encore plus de diététiciennes, eh bien, on peut élargir le nombre d'intervenants dans les régions en fonction de la campagne. Nos clients sont principalement des grands groupes, dont Danone, des syndicats professionnels agroalimentaires ou industriels, mais aussi des collectivités et des associations.
Ce que nous faisons le mieux, ce que nous faisons de bien, c'est notre capacité à déployer rapidement des animations ou des formations dans toute la France avec notre réseau national de diététiciens nutritionnistes sur des thématiques de nutrition, mieux bouger, mieux manger et mieux récupérer. Donc là, il y a l'intervention, bien sûr, il y a aussi là le sommeil qui intervient. Depuis cette année, grâce à 2 partenariats qui ont été signés chez Diète France, dont un par une rencontre faite au GOJOP 92, eh bien nous démarrons des animations nutrition santé dans les EHPAD dans toute la France et des animations nutrition sport dans les entreprises membres d'une fédération nationale, et nous commençons chez Veolia. Alors ce dont je suis le plus fière chez Diète France, c'est la fidélité de mes diététiciens nutritionnistes avec qui je travaille depuis des années. Et également nos clients qui sont, je dois dire, satisfaits par nos actions sur mesure. Mon plus grand souhait aujourd'hui, c'est que Diète France établisse ou renforce sa collaboration avec un partenaire ou des partenaires, dans le terme d'un groupement, pour être présent sur les Jeux Olympiques de 2024. Parce que j'ai déjà mes billets en tant que public, mais voilà, ça serait extraordinaire de pouvoir aussi participer d'un point de vue professionnel. Donc je remercie la ville de Rueil-Malmaison et GOJOP 92 de m'avoir permis de me présenter et de présenter Diète France. Merci beaucoup. Merci Béatrice. Je vais passer la parole donc à Alexandre, également rueillois. Donc si vous pouvez présenter votre société, membre du GOJOP. Bonjour à tous. Donc j'ai créé ma société il y a à peu près un peu moins d'1 an. Donc c'est une société de conseil, on intervient sur le recrutement. Actuellement, on propose en fait des algorithmes de matching entre la demande. Principalement, nos clients sont plutôt positionnés à la recherche de candidats dans l'IT, mais également sur du business. Actuellement, on va générer à peu près 300 clients par an et 1500 candidats par mois, ce qui donne lieu à des sessions de recrutement à peu près à des visios d'une demi-heure à peu près sur 300 candidats tous les mois. Et derrière, en fait, on a développé un peu, je dirais, notre spécificité. Déjà, c'est la connaissance du secteur d'activité. Et également, on a enregistré les briefs clients qui vont durer à peu près entre 20 et 30 minutes, qui pourront être visualisés par les candidats, suivant si on a retenu le candidat, ou en tout cas les plus pertinents. En fait, l'avantage, l'idée, c'est de se dire on est sur un marché concurrentiel et comment se différencier, notamment à travers tout ce qui est visioconférence, à la recherche des candidats. Effectivement, moi, grâce à la visio, du coup, j'ai pu étendre mon territoire de clients, où j'ai des clients effectivement qui sont à Lyon, enfin, dans différentes parties de la France. Et également, c'est de se dire, voilà, on est sur un marché concurrentiel avec tous les clients s'arrachent un peu les mêmes ressources. Et du coup, pour les convaincre, c'est de faire passer des vidéos, d'échanger avec les candidats et de faire rencontrer sous format interactif le client avec le candidat et le candidat pouvoir se positionner et retenir je dirais, la société et s'en souvenir par la suite. Voilà. Et également, après je termine sur ce dernier point, l'idée c'est qu'on accompagne aussi nos candidats dans la présentation. En fait, on les coach pour rencontrer les clients. Et bien souvent, on s'aperçoit que les candidats sont pas assez préparés. Les clients reprochent aux candidats de manque de motivation et du coup, manque de motivation et manque d'implication en fait sur la connaissance de l'entreprise, les enjeux et le poste en question. Donc l'idée, c'est d'apporter ce coaching aux candidats pour que la rencontre soit la plus facile possible. Voilà. Au nom du GOJOP, nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos activités et la séquence de networking qui suivra ensuite vous permettra de prendre encore des contacts complémentaires et des prospects, je l'espère. Alors, nous allons maintenant passer sur la thématique un peu sport. Nous avons vraiment la chance d'avoir un ancien ministre qui a été champion olympique, médaillé d'or au 110 mètres haies, vous connaissez tous, Monsieur Guy Dru. Si vous voulez bien venir, Guy, vous permet dans le milieu du sport
On ne va pas vous demander trop de questions sur l'entrepreneuriat, mais par contre, c'est comment arrive-t-on à gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques? Quelle est votre préparation? Comment peut-on arriver à cette performance Il faut être devant les en 4 ans? Il faut être devant les autres. On est 8 au départ, il faut arriver premier. C'est le plus difficile. Non, mais je suis d'abord ravi d'être là, en tant qu'heureux Hurois. Et ça n'a pas été dit, mais c'est important quand même, parce que j'ai eu le titre, maintenant je suis ambassadeur de l'ES. Ça m'a été conféré par le maire, et moi j'en suis très heureux. Donc je suis heureux ici de faire la promotion de cette ville magnifique, où je me sens très bien. Après la Seine-et-Marne, où j'ai été élu pendant une vingtaine d'années, je me suis retrouvé à Rueil. Sur les conseils d'Étienne Taubois, qui est également Rueil, mais qui est par ailleurs le directeur général du comité de Coupe du COJOP Paris 2024. Et j'avoue que je m'y sens très bien, et je suis en plus accompagné, je me retrouve avec Bernard Diomède, qui est également champion du monde, champion du monde de football. Il est là, toujours discret, mais extrêmement efficace. Et on était ensemble hier déjà, puisqu'on a une passion commune qui est la petite balle blanche. Bon, avec le temps, il faut faire autre chose que le gros ballon ou les barrières. Hein? Le golf? Non, petite balle blanche. Maintenant, elles sont jaunes, les balles de tennis. Mais tu restes dans le karaté, toi. Non, simplement que je ne sais pas trop quoi vous dire. J'ai été pendant une vingtaine d'années sur les pistes d'athlétisme et dans les stades. Puis une vingtaine d'années, j'ai changé de podium, j'ai pris les podiums politiques plutôt que les podiums sportifs. Et derrière Jacques Chirac, qui j'étais pendant longtemps conseiller de Paris, maire de Coulommiers, député, ministre, etc. etc. Et j'en viens, je vous raconte ça parce que j'en viens à Paris 2024. Objectivement, je n'étais pas, parce que c'était pour moi la 6e candidature à laquelle j'ai participé au plus haut niveau, puisqu'il y avait eu Paris plusieurs fois, il y avait eu Lille, il y avait eu Annecy, etc. etc. Et Paris 2024, c'était la 6e candidature. Donc j'ai pu faire valoir, et là j'étais très, très actif. Je suis moins aujourd'hui au niveau du comité d'organisation, bien que faisant partie de droit comme membre du CIO, du conseil d'administration, mais bon, place aux jeunes, et de toute façon, même s'ils ne leur laissent pas la place, ils apprennent et ils ont raison de le faire. Et non, parce qu'il y a Jean-Claude Killy, outre le fait d'être très ami avec la famille Ribou et Danone, et c'est vrai que je dois conforter ce qui a été dit tout à l'heure, Danone a toujours donné un gros coup de main au sport. Et le meilleur témoin a été Jean-Claude Killy, puisque Evian, etc. Je ne vais pas faire votre pub, mais enfin c'était quand même ça fait toujours du bien à le dire. Et comment dirais-je, en 2024, donc c'était la 6e candidature, et j'ai pu faire valoir à la fois cette bivalence que j'avais acquis avec le temps, puisque c'est dans une préparation, une phase de vie, que ce soit pour un champion ou pour un chef d'entreprise, je crois qu'il y a à apprendre, entreprendre et transmettre. Moi maintenant je suis plutôt dans la zone transmettre, et c'est ce que j'essaie de faire, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec succès, accompagné, parce que j'ai coutume de dire que jusqu'à présent j'avais toujours été champion à titre individuel, mais que ma dernière victoire olympique c'était Lima en 2017, quand Thomas Bach a sorti le panneau Paris pour 2024, et c'est vrai que là, j'ai pu faire valoir le temps de la préparation, le temps de la candidature, c'est-à-dire à peu près de 2014 à 2017, 2015 à 2017, à la fois ce côté politique, cette expérience politique que j'ai pu acquérir à la fois à la ville de Coulommiers et à l'Assemblée nationale, ou bien des premiers d'ailleurs qui m'a accueilli, c'était Patrick Ollier, qui était à l'époque qui travaillait avec le président Chaban-Delmas, il s'en souvient et moi aussi.
Et j'avais vécu, parce que jusqu'à présent, c'était les 5 candidatures précédentes, c'était soldé par l'échec à chaque fois. Et j'avais pu voir, parce que comme je faisais partie du CIO, j'étais élu membre du CIO, nommé membre du CIO en 1996. Donc c'était cette vingtaine d'années que j'avais pu passer aussi. Autant je l'ai passé avec les politiques français qu'avec les élus sportifs. J'avais pu voir un peu les défauts qui avaient accompagné ces différentes candidatures et notamment qui étaient soldées par des échecs. Et le premier d'entre eux, c'était le fait que systématiquement le politique voulait prendre trop de place et se mettait systématiquement devant. Donc j'ai eu un déjeuner dans les années début 2015 ou fin 2014 avec Anne Hidalgo qui n'était pas non plus vraiment persuadé de ce que Paris devienne candidat une 6e fois. Et bon, on s'est un peu convaincu l'un l'autre. Et elle était consciente de cela. Et le politique a toujours été présent, mais en soutien. Tête d'affiche, c'était Bernard Lapassé dans un premier temps, et dans un second temps, Tony Estanguet, que Bernard a jugé utile, justement avec cette notion d'entreprendre et de transmettre, qui souhaitait qu'il soit associé à un plus jeune et plus représentatif, et il a porté son choix, qui a été tout à fait normal, sur Tony Estanguet, et ce qui nous a amené au succès que vous connaissez, qui nous réunit aujourd'hui. Alors c'est vrai que l'opportunité pour les entreprises, bon, j'ai bien écouté ce qui avait été dit, c'est très technique, moi je ne rentre pas, mais ce qu'il y a bien, c'est que Paris 2024 nous permet de saisir quelques opportunités. Et cette opportunité, justement, il faut la saisir pour les entreprises françaises, qu'elles soient petites, moyennes ou grosses, de s'investir et de trouver du travail. Alors, malheureusement, aujourd'hui, d'ailleurs, c'était l'un des points du dernier conseil d'administration. L'actualité fait que, non, on ne parle pas trop des gens, on en parle, mais pas au niveau général, on parle plutôt d'autre chose, malheureusement, actuellement au niveau global, que ce soit la sécurité, que ce soit le chômage, que ce soit les manifs, les retraites, etc. Mais je crois que l'action que vous faites, l'action qui est faite par 2024 et par le mouvement sportif en général, c'est bien d'allier, comment dirais-je, de prendre conscience de la dimension économique du sport. C'est ce que moi j'ai essayé de faire quand j'étais ministre, de ne pas voir le sport simplement comme une expression musculaire. Simplement, je suis un peu contre la traditionnelle locution le corps et l'esprit. Je pense qu'il ne faut pas séparer le corps et l'esprit, c'est un ensemble, il faut voir l'individu dans sa globalité et ne pas limiter le sport à simplement la sueur et l'exercice. C'est aussi autre chose. Et c'est ce que disait Coubertin. Et donc la dimension éducative, c'est pour ça que j'étais un fervent partisan de l'aménagement des rythmes scolaires, répondant à cela il y a déjà 20 ans malheureusement au souhait de Jacques Chirac qui voulait aménager les rythmes scolaires. Mais je suis tombé sur un ministre de l'Éducation nationale à l'époque qui n'était pas tout à fait d'accord avec moi. Et là, je dois reconnaître que si j'étais tombé sur un Jean-Michel Blanquer, à ce moment-là, aujourd'hui, on en parle plus, parce que ça fait le monde ferait beaucoup plus du sport. Et à travers le sport, justement, autre chose. Et c'est bien de saisir cette opportunité de Paris 2024 pour faire prendre conscience qu'il était les chefs d'entreprise étaient déjà conscients du fait, mais encore plus de la valeur de l'élément sportif, à la fois dans sa préparation, et ensuite tout le soin que le sportif met dans sa préparation, de le transférer dans l'intérêt de l'entreprise, avec cette volonté de courage, de préparation, de niaque. Ça, c'est l'opportunité qu'il faut saisir, et ça, je m'en porte garde. Merci beaucoup pour ce parcours et ce témoignage qui soit autant sportif que politique. Et vraiment, nous sommes très fiers de vous avoir dans la ville de Rueil, qui est la plus belle ville de France, n'est-ce pas, Patrick? On peut le dire. On a vu le film en avant-première de la ville de Rueil, qui est capable d'accueillir des entreprises, qui est capable d'accueillir des grands sportifs. Et merci à toi, Patrick.
Nous allons tout de suite te passer la parole. Vous rappelez le calendrier des événements. Benoît vous l'a déjà présenté, notre président de la CCI. Prochain événement aura lieu le 23 mai, notez-le, à l'Arena La Défense, toujours dans le département des Hauts-de-Seine. Nous serons accueillis par le club Racing 92, encore 92, dans leur salon, pour le premier sport dating des Hauts-de-Seine. Premier sport dating qui réunira une vingtaine de sportifs et une quarantaine d'entreprises. Donc toutes les entreprises ici présentes, venez voir ce qu'est un premier sport dating dans le département des Hauts-de-Seine, avec l'appui du conseil départemental dont Chabi est ici présent et représente le conseil départemental. Merci donc à vous tous de bien noter cette date. Et donc j'appelle Monsieur le maire, Monsieur l'ancien ministre, le président de la métropole Grand Paris, j'oublie sûrement d'autres titres, et vice-président de Paul, Patrick, à toi la parole pour clôturer cet événement. Non, pas non, toujours très actif. Merci Thierry. Bien, il me reste plus grand chose à dire et je vais quand même essayer de le dire avec toute passion. D'abord, merci à toutes et à tous d'être aussi présentes et présents aujourd'hui, parce que, avant d'en parler avec Benoît Féty, le président de la Chambre de commerce de Hauts-de-Seine, je n'étais pas sûr que cette initiative permette de réunir autant de participants. Et je suis très heureux d'avoir compris que vous avez entendu le message, que vous avez participé à cet élan et qu'aujourd'hui vous êtes ici présent. Merci au service de la ville, M. Baron et toute l'équipe, sous l'autorité de mon adjoint Chabi Lizagoyen a permis de réaliser cette manifestation. Et après ce que tu viens de dire, dis qu'est-ce qu'il me reste à dire moi? Je vais essayer quand même. Parce que je suis heureux de retrouver un certain nombre de personnalités que je tiens à remercier. D'abord Benoît Féty, merci d'avoir là aussi créé cette dynamique au niveau de la Chambre de commerce. Et je pense qu'on est à vos côtés, vous le savez. Nous sommes systématiquement, depuis que je suis maire en tout cas, à vos côtés. Vous avez envoyé mon ami Thierry qui est là, qui a oublié les accents titres, je ne l'avais pas, c'est l'âge qui fait sa neuf chez toi, c'est ça. Pour la mémoire, c'est pas grave. Mais nous sommes une équipe de copains, ici, municipalité, Guy Druit l'a exprimé tout à l'heure. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur. Pas parce que c'est mon ami, mais parce que c'est un très grand champion. Et Bernard Diomède en est un autre aussi, comme football. Ils ont tous les deux dans les jambes ce que peut-être nous on a ailleurs, dans la tête notamment. Mais le problème, c'est qu'ils ont aussi dans la tête la même chose que dans les jambes. Ils ont réussi à accéder à des niveaux absolument exceptionnels. Et moi, j'ai souvenir, Guy, que lorsque tu as gagné, j'étais devant le poste de télévision, je ne savais pas qu'on se connaîtrait un jour. Et à l'époque, j'ai pleuré de joie de te voir, après ça m'a remis encore, de te voir gagner. Et j'ai toujours eu cette admiration pour toi. Et quand il m'a dit qu'il venait s'installer à Rueil, alors là, pour moi, ça a été l'apothéose. Il est rentré dans le conseil municipal, il est ambassadeur de Rueil aujourd'hui. Et nous nous retrouvons au conseil d'administration du JO 2024, que je siège également avec lui, avec Cyril Mort, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui est un champion olympique, para-olympique, à l'escrime, qui est un Rueillois aussi. Tu as cité Étienne Faubois, qui est directeur des JO, qui est un Rueillois également. Voilà. Tout se passe à Rueil, vous l'avez compris. Rueil qui est terre de jeu également. Et je remercie plus particulièrement le groupe Danone et Madame la secrétaire générale, Madame Perrault, et M. Van der Steen, délégué au projet, parce que je me suis beaucoup battu pour Danone dans le passé. Madame, je ne sais pas si vous le savez. C'était au siècle dernier. J'étais président de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, à l'époque de Pepsi. Je ne dis pas. C'est moi qui, à la télévision, avait lancé le mot « pas de Pepsi dans mon yaourt ». J'avais engagé le combat contre Pepsi pour aider Loulou à l'époque et toute l'équipe qui est venue dans mon bureau régulièrement à l'Assemblée pour pouvoir monter et structurer une réaction. Et je dis ça parce que c'est le passé, mais ça me fait plaisir de le redire. Je me souviens qu'à la télévision, j'avais dit, c'est Pepsi dans mon cas, et le journaliste a dit, mais c'est sur le plan économique, c'est du nationalisme, c'est du nationalisme économique. Je défends cette stratégie pour la France, pour le développement économique de la France, et j'avais développé à l'époque l'idée du noyau dur de l'actionnariat salarié pour éviter qu'il puisse y avoir etc. Les gouvernements qui sont succédés ne sont pas entrés dans cette stratégie, hélas.
Et on n'a pas développé malheureusement suffisamment la stratégie de la participation chez Gaulliste, moi aussi. Nous avons toujours défendu et que nous continuons à défendre, bien souvent contre nos propres gouvernements. Et si on l'avait fait, on serait peut-être plus à l'abri de ce genre d'opérations qui ont touché l'économie française, qui continuent à toucher, et qui nous portent tellement tort. Alors, merci d'être là pour Danone, merci d'avoir installé un magnifique siège à Rueil, et merci de ce que vous faites aux côtés du JOP de 2024. Merci à Erigo, Jean-Claude Thomas, je pense qu'il est là, parce que c'est une association partenaire de la ville, hein, qui fait énormément pour rassembler les milieux économiques de la ville auprès de la mairie et du maire et de son conseil municipal. Merci. J'ai pas de mots suffisamment forts pour te remercier pour tout ce que tu fais. Je parle de Madame Sœur Béatrice, parce que tu fais énormément pour la ville. Je ne parle pas de Canton, mais je parle du reste. Bref, j'arrête là pour les remerciements, parce que sinon, il faut que je remercie tout le monde, et je devrais vous remercier toutes et tous. J'ai la chance, en tant que maire de Rueil, d'avoir une équipe municipale exceptionnelle, d'avoir des services extrêmement développés. Ah, Madame la directrice générale, vous n'avez pas vu. La nouvelle directrice générale de la ville, Madame Odile Paris, c'est ça votre nom? Une jeune et frêle femme qui va avoir à diriger 2400 mecs un peu costauds, municipaux, comme le maire et comme son conseil municipal. Voilà, on a beaucoup de chance d'avoir cette dame qui a pris ses fonctions il y a 15 jours. Et moi, je vous remercie toutes et tous pour porter Rueil, qui est terre de jeu. Et elle a été reconnue terre de jeu par le JOP 2024. Pour nous, c'est très important. Elle a 10 centres de préparation à Rueil pour les Jeux Olympiques, que ce soit au Stade du Parc, que ce soit au complexe Alain Mimoun. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à être allés au complexe Alain Mimoun, qui est quand même le plus grand gymnase de France. Je dis ça comme ça. Oui, le plus grand gymnase de France. Pas parce que c'est le plus grand gymnase de France, mais parce que j'ai une idée complètement folle. Rudy Ricciotti, l'architecte, a dit Patrick, tu es malade mental, je ne peux pas faire ça. J'ai dit, toi, tu es malade mental en tant qu'architecte, tu vas le faire. Je vais mettre un stade sur le toit. Tout simplement parce que de rassembler 4 lieux avec la piscine et le volleyball en un seul, ça nous a fait économiser 14 millions d'euros. Parce qu'on essaie aussi d'économiser l'argent public en faisant des choses exceptionnelles. Et j'ai la chance de présider la métropole du Grand Paris qui construit la piscine olympique pour les JO à côté du Stade de France. Et aujourd'hui même, là, en ce moment, il y a une visite d'un chantier par une centaine de conseillers métropolitains parce que c'est un chantier exceptionnel et c'est le seul équipement sportif durable des Jeux Olympiques. C'est le seul. Tout le reste sera démonté. Seule la piscine olympique, qui sera propriété de la métropole et que la métropole continuera à gérer après, est durable. Le village olympique aussi, mais ce n'est pas un lieu sportif, ça deviendra des appartements, des studios. Donc moi, je suis très heureux de participer, et c'est un enthousiasme pour moi, à cette, c'est historique pour la France. En ce moment, on est en train de discuter de la journée d'inauguration. Hier, j'ai eu une réunion sur le niveau de l'eau, parce que je préside aussi Seine-Grand-Lac, qui est un établissement public qui s'occupe des lacs de rétention, et nous sommes interrogatifs sur les problèmes. Et voilà, c'est pas Cyril qui est là? Ah non, je crois que c'est Cyril. Interrogatifs sur le niveau de nos lacs, parce qu'au passage, si j'avais fermé les vannes des lacs, des 4 grands lacs, ça retient 1 milliard de mètres cubes d'eau pour éviter les inondations sur Paris. Cet été, les bateaux-mouches et les péniches n'avaient pas pu circuler sur Paris. 65% de l'eau venait de nos lacs et 70% de la marne. Je suis en train de vous dire ça, ça n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques. Et c'est une inquiétude pour l'inauguration, bien sûr, parce qu'il se passe quelque chose là-haut dont nous n'avons pas pris conscience. Et malgré tout ce qu'on fait, malgré toutes les tentatives d'explication, de pédagogie, il n'y a pas assez de réactions fortes pour affronter le changement climatique. Et ceux qui sont, comme moi et comme d'autres, au fait de ces problèmes, avec les gens du GIEC, Jean-Louis Etienne est un de mes excellents amis, et chaque fois qu'il m'en parle, moi j'ai froid dans le dos. Je suis allé sur la banquise avec Bordeaux à l'époque pour voir ce qui se passait. Ça a été mon chemin de Damas. Je n'imaginais pas que ça puisse se passer comme ça. Et quand j'y suis allé et que j'ai vu ce qui se passait, il n'y a plus de banquise. C'est très simple. Hein. Et moi, j'ai vu qu'il n'y en avait plus. Je me suis dit, Patrick, il faut que tu changes d'attitude parce que tu es pas assez courageux dans
le changement de mentalité et dans l'appréhension de ces problèmes qui sont des problèmes planétaires, auxquels très peu de personnes du milieu économique, notamment aux États-Unis, notamment en Allemagne à l'époque, avec les usines thermiques, le charbon, etc., pour l'électricité. Et alors que les écologistes à l'époque nous démolissaient, nous tiraient au canon lourd pour l'énergie nucléaire. Et qu'on a renoncé à l'énergie nucléaire, qu'aujourd'hui, à laquelle on trouve toutes les vertus, parce qu'elles existent. Ce qui fait que malheureusement, on a pris un retard monumental. L'Allemagne réouvre ses usines thermiques avec le charbon, parce qu'ils ont démonté leur usine nucléaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'inconséquence des responsables politiques, qu'ils soient français, allemands ou autres. Il y a des chemins de Damas, il y a des coming out qu'il faut faire, il y a du courage qu'il faut mettre à la place de l'ambition, à la place des résultats économiques. On n'en est pas encore là. Alors, je termine parce que là, je vais maintenant, tout de suite, je pars à Nanterre où je vais voir un module de l'université de formation au sport. Ça tombe bien. Pour pouvoir se servir de ce module, si la visite se passe bien, pour créer le même module dit, à côté de la piscine olympique, dans la ZAC que l'on fait, pleine Saunier, à Saint-Denis. Donc il faut que je sois à l'heure parce que beaucoup de monde m'attend. Pour vous dire qu'on est en train d'anticiper, on est en train de faire des choses importantes, y compris à Rueil. Et à Rueil, je termine sur nos villes, sur notre ville, on accueille des arbitres de la FIFA, par exemple. On accueille la Coupe du Monde de rugby, par exemple. Et on a, pour la Coupe du Monde de rugby, la chance d'avoir l'équipe de France qui va résider à l'hôtel Renaissance. Et sur le stade du Parc, l'équipe de rugby procédera à 1 ou 2 entraînements publics. Notre problème à nous, c'est de canaliser la foule, avec des difficultés. J'espère qu'on va y arriver, parce que c'est notre mort. Et nous avons, Mme Métain, la générale adjointe du sport, le sait, des réunions régulières là-dessus. Donc nous sommes en plein dans tout ce qui constitue ce que je souhaite qu'on crée ensemble aujourd'hui. Alors pardon pour toutes celles et tous ceux que je n'ai pas remerciés, parce que j'ai conscience que je ne dis pas les notes qu'on a faites, donc j'ai oublié beaucoup de gens. Merci en tout cas de toutes et tous là. Ce que l'on fait aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est ensemble, la ville et vous, ensemble avec les entreprises, de créer un élan. Et je souhaite que cet élan, qui soit économique, pour profiter aux résultats. Alors moi je parle aux résultats d'entreprise, je ne parle pas du business, machin, je ne sais pas, c'est une langue étrangère pour moi. Tout à l'heure, tu as employé un mot étranger, ça n'a pas plu. Networking. Voilà. Ah, très bien. Bravo. Je ne supporte pas, alors qu'on a une si belle langue, qu'on se fatigue à... Et quand quelqu'un me parle, il utilise des mots anglais dans mon bureau, je lui montre la porte. Et je plaisante pas en plus. Alors les gens rigolent, ils sont gênés, bien sûr. Je dis, répétez-moi ce que vous me dire en anglais, répétez-moi en français. Et bien, il y en a un sur deux qui n'est pas capable de le dire en français. Alors, je ne vais pas divaguer, mais si d'aventure ceci continue, dans 20 ans, ici, on ne parlera plus français. Et le seul pays au monde où on parlera encore français, c'est au Québec. Et un peu en Roumanie. Wow. Et un peu en Roumanie. J'étais à Timișoara, la ville jumelle de Rueil, il y a 3 semaines, et la ville européenne de la culture. J'ai été accueilli en français, les gens m'ont aidé à chanter la Marseillaise, en Roumanie, à Timișoara. Alors qu'en France, on a du mal à le faire par les Français. C'est terrible. C'est terrible. Bon, j'arrête là parce que sinon, je dirai encore beaucoup plus de choses. Voilà, donc je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie à vous et à toutes vos équipes. Et je remercie Thierry et toute l'équipe aussi d'avoir contribué à cette organisation. Merci à tous les participants. Et oui, mais l'accueil, c'est le cœur qui vous accueille, parce que vous êtes des gens efficaces, vous travaillez pour vos entreprises, les entreprises c'est l'emploi, c'est la valeur ajoutée, et c'est le bonheur du maire. Et plus on a d'entreprises qui fonctionnent bien à Rueil, plus on est heureux, parce que ce sont des gens qui, j'espère, habitent à Rueil, qui font vivre la ville. Regardez notre centre-ville, regardez le développement du commerce dans le centre-ville. Hein, je ne vais pas repartir là-dessus, parce que je parlerai longtemps. Mais nous sommes la ville, la première ville de la région parisienne qui a sauvé ce centre-ville. Et en tant que président de métropole, je suis en train de lancer Centre-ville vivant. Il y a 51 villes qui y participent. Alors je ne dis pas combien je leur donne, parce que ce sont plusieurs dizaines de millions d'euros, parce qu'il y a des villes de l'Est parisien qui viennent des déserts, centre-ville qui sont des déserts, c'est catastrophique, des aventures fermées. Je suis allé à Villeneuve-Loira, à Valenton, bien sûr qu'il vaut mieux rester à Rueil. Et le problème est qu'il y a des gens qui vivent là-bas et qui se disent, mais
que font nos élus? Comment on peut perdre cette dynamique? Comment il peut y avoir autant de dévitalisation? Donc la métropole se bat, et ce programme qu'on a lancé, il y a eu l'année dernière l'Assemblée générale de Centre-Ville Vivant à Rueil. Il y avait une cinquantaine de maires qui étaient présents. Ils ont visité le centre-ville de Rueil. Et j'étais étonné parce que je dis toi, sont des amis, sont membres du conseil métropolitain que je préside. Je dis pourquoi tu prends des photos, toi? On a appris que c'est formidable à Rueil. Je vais faire pareil chez moi. Il prenait des photos de la rue. Comment ça s'appelle déjà la rue? Il n'y a même pas un élu qui sait qu'elle s'appelle la rue Hervé. Je ne sais pas si vous voyez le mal que j'ai d'être maire. Ça me disait, là, il y en a pas un qui se souvient des noms de la rue. Et là, de l'autre côté, c'est la rue? Mais non, c'est la rue Maurepas. Allez hop. Qui c'est qui va être adjoint au commerce? Là, il y a pas voilà. Merci de nous aider à créer cet élan pour vos entreprises. Non, j'habite à l'excellent adjoint. Et je n'ai pas me plaindre de lui. Voilà, car aujourd'hui, cher Président, c'est avec vous qu'on crée cet élan. Et je pense que cet élan nous permettra tous ensemble de porter les JO, c'est l'honneur de la France, mais que le résultat d'avoir porté ces JO tous ensemble doivent se retrouver dans la dynamique économique des entreprises. Ça, c'est l'honneur des responsables qui sont ici pour créer cet élan avec nous. Merci de m'avoir écouté.